François Bon, Lovecraft roman, on est le 22 janvier 2025, peut-être, mais ici on est le 22 janvier 1925. Howard Phillips Lovecraft tient à jour constamment de petite case en petite case ce carnet avec tout prêt à recevoir trace de ce que l'ordinaire des jours consacre différemment d'activités à chacun, qui on rencontre, qui on mange, comment on dort, ce qu'on écrit. Et pour nous, c'est une tâche qui va devenir extrêmement importante, puisque ce qu'on va voir éclore de cette coquille, c'est bientôt, mais juste après le carnet, une des plus grandes œuvres fantastiques du siècle, avec déjà toute une masse embryonnaire, Dagon, par-delà le mur du sommeil, ça qui est latente, existe, mais c'est cette chrysalide qui justifie qu'on le suive. Alors, vous connaissez la manip, ordinateur, voilà la page du petit carnet, 22, on est jeudi, vous savez qu'il y a une journée de décalage. Kirk arrive à 11h du matin. Alors où on en est? Vous savez que l'avant-veille, George Kirk, un gars de son âge de Cleveland, mais qui est venu à New York pour installer une librairie d'occasion. Donc il stocke des tas de livres, il achète tout ce qu'il peut se procurer, mais ce sera seulement dans quelques mois que l'aventure commune deviendra celle de l'acquisition d'un local et de la mise en place de ce commerce. En attendant, il a déménagé là, de cette 106e rue près de Central Park. L'avant-veille, Lovecraft a dormi chez lui. Enfin bon, ils ont passé la soirée à emballer les livres, préparer tout ce qui devait l'être. C'est seulement vers 5h du matin qu'ils ont consacré quelques heures au sommeil, puis il a fallu trouver des déménageurs. Déménageurs, c'est un grand mot, c'est ces types avec des sortes de camionnettes façon année 1920. On a trouvé quelques photos hier et ils en ont trouvé un qui, pour pas trop cher, parce qu'évidemment leurs moyens, ça tous, sont très limités, a condescendu à tout transporté là au 169 Clinton Street. Kirk, donc apparemment, a redormi une dernière nuit au 106e rue. Probablement, est-ce que tu as des lieux et tout ça? Il y a une petite remarque là sur, dans la lettre à sa tante. La propriétaire finalement trouve quelqu'un qui veut bien là, prendre la chambre tout de suite en l'état, donc ça diminue. Là. Kirk n'a pas à payer la dernière semaine du mois de janvier en loyer. C'est des petits détails qui ne sont pas le plus important, mais c'est tout ça qui nous donne le contexte, puisque Lovecraft prend la peine de l'écrire à sa tante, ou bien c'est dans une lettre de Kirk à sa fiancée. Excusez-moi, sur des petites choses comme ça, c'est ensemble qu'on fait le travail, mais justement toutes nos compilations, et puis c'est un chantier. Il arrive à 11h du matin, fix home, c'est-à-dire que tout a été livré en vrac, les livres, il y a un canapé, probablement un lit, à moins que ce soit loué, meublé, mais enfin en tout cas, lui, il a des affaires à lui, puisque Mauve Furniture, ou alors simplement c'est la chambre étant meublée, c'est arrangé d'autre façon, le lit, la table, le canapé, et là, pour moi, il y a un petit sourire parce que à 13h30, on descend prendre un café. À 18h, on descend prendre un café. Finalement, à 20h, arrive Loveman. À 20h30, on sort prendre un café. Et puis, à 10h... c'est Reinhard Kleiner qui les rejoint. On discute jusqu'à minuit et demi et on va descendre encore pour un café. Ensuite, on remontera et lui s'installe chez lui avec ce mot « writing », donc écrire. Alors le petit sourire, c'est parce que oh là là, à 11h, il arrive. On déménage, on installe les livres. À 13h30,
prendrait pas un petit café? Bon, peut-être qu'il rajoute même un petit sandwich, puisque juste en bas, dans la rue, la Clinton Street, il y a cette cafétéria qui s'appelle Tiffany, qui est, comme nous on dit de façon courante, leur cantine. C'est pas cher, on vous donne des gros gobelets de café à 5 cents, et puis vous avez le droit justement de lire le journal, comme nous on va le faire. Vous savez, ces journaux enroulés là sur des grosses tiges en bois. Et puis on va remonter l'après-midi, on va continuer l'aménagement. Lovecraft travaille de bon cœur avec Kirk pour tout ça. Et à 18h, oh ben, dis donc, tu ne crois pas qu'on redescendrait prendre un café? Et ensuite, c'est leur ami Loveman qui vient, et là, ouf, c'est bon, on commence à discuter. Mais Loveman, il faut bien qu'il voit l'installation. Et pareil, l'ami Kleiner, qui est peut-être même plus ami de Kirk qu'il ne l'est de Lovecraft, en tout cas dans les correspondances de Kirk. Kleiner est là beaucoup, y compris parce qu'on se fait des petites soirées booze, et que là, Lovecraft, lui, la bière et tout ça, c'est pas son truc. Et leur activité principale, c'est quoi? Leur activité, c'est de parler, c'est de discuter jusqu'à minuit et demi. Eh bien, là, Tiffany est toujours ouverte. Donc, on descend chez Tiffany. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Nous, je clique sur mon petit PDF. Donc, revoilà le petit fac similé. Voilà la transcription. Là, aujourd'hui, il y a pas eu de problème jusqu'à minuit et demi. Là, peut-être ce boy, il faudrait vérifier parce que je ne sais pas trop à quoi ça correspond là tout de suite. C'est peut-être un autre acronyme. Bon, ça, je vais vérifier. C'est toujours là, quand on travaille ensemble là, sur la vidéo, c'est toujours provisoire. Ma transcription. Et si je vous lisais, est-ce que je vous envoie And taken my pen in my hand to attack some heavily accumulated maize. Ça, c'était la veille au soir. Je pris mon stylo à la main pour attaquer tout ce courrier en retard. C'est le mot attaque. Avec le stylo, tu pars à l'attaque. Et ça, il parle de son Waterman parfois comme d'une arme lourde, d'une correspondance à la fois écrasante et multiple, jusque tout au bout. On a quelques 35 000 lettres accessibles maintenant, plus les cartes postales. Mais si c'était aussi dans et par la correspondance que s'entretenait une sorte de permanence de l'art d'écrire. C'est-à-dire que là, ce qui est troublant pour moi, c'est qu'il dit « writing », mais c'est pas écrire de la fiction. Et c'est pas écrire ni le journal, puisque c'est précisément le petit agenda et les lettres à sa tante qui remplissent la fonction journal. Là, pendant une dizaine de jours, on ne va plus avoir l'appui des lettres pour corroborer. Apparemment, il se téléphone par contre fréquemment, mais vous savez que donc dans cette association là, qui fédère ville par ville, aussi bien Cleveland que Boston et d'autres, Madison, Wisconsin, les publications de ce qu'ils appellent les journalistes amateurs, eh bien, l'association, ce qui les regroupe au niveau fédéral, cette année, c'est Sonia qui est présidente, mais c'était avant ses ennuis lourds de santé, et Lovecraft en est le responsable éditorial. Et ce qui est pour moi curieux, c'est que dans les grandes correspondances que j'ai là, pas un mètre de long, et dans lesquelles on va piocher, bien sûr, toute l'année, des correspondances essentielles, comme il y aura Kleiner, par exemple, mais on ne va pas écrire à Kleiner, puisqu'il est là tous les jours. Idem pour Loveman et Belknap Long. Par contre, des correspondants comme Morton, on le voit un petit peu moins, mais quand même, il vient à New York très régulièrement. On va le rencontrer en direct, Morton. J'attends un petit peu, je range mon frein. Et idem pour l'ami musicien qui vit à Paris, Alfred Galpin, c'est-à-dire dans les correspondances jusqu'à 1922, 23, 24, c'est fourni. À partir de 26 jusqu'à la mort, c'est fourni. Mais 1925, c'est un trou, une éclipse. Ça tombe bien, puisque l'éclipse, on va la voir après-demain. Donc je pense que Sonia, elle est présidente, mais est-ce qu'elle peut s'occuper des affaires de cette association extrêmement active qui va être le vivier de tant de jeunes auteurs, aussi bien de fiction que de chroniqueurs, fouilleurs scientifiques. C'est quelque chose de passionnant, ces archives du journalisme amateur. On ira y voir là aussi
quand il y aura besoin régulièrement. Donc je pense que c'est tout simplement cette correspondance-là, son writing. Et puis un autre mystère, c'est la relation à Sonia. C'est-à-dire que Sonia, dans son petit mémoire, dit qu'il lui écrit tous les jours et qu'il lui écrit, donc pour la période 1922-1924, des lettres qui peuvent être jusqu'à 70 pages. Bon, au moment du divorce, ça, et de son déménagement en Californie, elle ne garde pas cette correspondance, c'est perdu, c'est comme ça. Mais peut-être que là aussi, de même qu'il y a ces lettres très détaillées à la vieille tante, eh bien, il y a chaque jour une lettre à Sonia, c'est bien probable, même si là, on sait que maintenant, là, elle va revenir le 3 février dans une semaine. Voilà ce que j'ai essayé de fouiller un petit peu. Le New York Times, on va aller y voir. Voilà à quoi ressemble New York Times du jour. Un accident d'avion, on le verra dans le magazine de fin de semaine. Un avion s'écrase là à Boston sur l'immeuble de la mairie. C'est un tout petit biplan, mais n'empêche, dans 2 ans, Lindbergh traversera l'Atlantique. Cette année, on aura la première jonction aérienne des États-Unis à Hawaï. Vous vous rendez compte, Hawaï, ce tout petit point d'épingle perdu dans l'immensité du Pacifique. Et comment de San Francisco vous pourriez arriver à le rejoindre en naviguant à vue? Eh bien, ce sera là aussi bientôt. Dans les affaires politiques, c'est toujours la tension France-Allemagne, par exemple, qui est vraiment là un pic. Et il y a ces 2 articles, et finalement, on se retrouve souvent à regarder ces articles du bas de la une. Alors, ces articles du bas de la une, en voici un. C'est-à-dire toute l'année, et là, ça fait déjà un petit moment que nous, on est en train de le suivre. C'est cette explosion massive de la radio. C'est-à-dire explosion qui concerne les usages, les appareils et les programmes. C'est une sorte de triangulation. Mais la réflexion sur la radio, par exemple, en quoi l'éclipse va affecter les programmes radio, ils ne savent pas. Eh bien, là, c'est ce qu'on apprend de la transmission des ondes électromagnétiques pour la radio devient un chamboulement pour la compréhension de comment un phénomène électromagnétique, un brouillard d'électrons qui focalisé par l'iris et qui arrive sur le fond de la rétine, se transforme en message. Évidemment, vous savez que nous, on le sait maintenant, c'est 5 millions de photons plus que d'électrons qui à peu près avec une sorte de tampon 14 fois par seconde qui se transforme en information pour le cerveau. Et c'est évidemment là, pour nous, cette discontinuité de lecture. Qu'est-ce que c'est important là dans nos usages des appareils électroniques? Eh bien là, cette idée là des électrons comme ondes au fond de la rétine et de leur conversion en signal électromagnétique pour informer à travers les nerfs. Non, maintenant on sait que ça n'existe pas, le nerf optique, mais eux aussi, nerfs. Non, c'est un petit pédoncule du cerveau qui, quand l'embryon a environ 3 semaines, c'est un des grands mystères, vient se coller là au fond justement de la rétine. Il n'y a pas de nerf optique, mais là, tout d'un coup, la modélisation théorique de la radio permet de commencer à penser différemment la vision. Alors, ce que je dis là, c'est pas l'article. Mais qu'est-ce que c'est passionnant! Ce qui stimule les nerfs, c'est un choc d'électrons, eux-mêmes dans le choc d'atomes, qui les frappe avec une vitesse de plusieurs milliers de kilomètres/heure. Wow, et tout ça dans le petit fond d'œil. Alors cet article, j'en ai fait trace. Et après, je me dis, mais t'as l'air de quoi, là? Tous les jours, tu fais tes petites découpures de journaux. Oui, mais vous savez ce qu'elle fait, la tante Liliane? Et elle fait même des envois séparés à côté. Et chaque jour, dans le Providence Journal, bientôt d'ailleurs Lovecraft va s'abonner pour le recevoir directement, mais à Providence, il y a plusieurs journaux, et les 2 tantes se repassent les exemplaires. Eh bien, la tante Liliane découpe des petits bouts de journaux sur ce qui se passe à Providence, et les met sous enveloppe et les envoie à Lovecraft. Donc finalement, on a une sorte d'autorisation à pratiquer ce jeu. Et puis cet article, qui pour moi est curieux,
C'est une enquête, alors dans l'État de New York, à Poughkeepsie, je ne sais même pas où c'est, je n'ai pas été voir, tiens, je vais y aller aussitôt après. On est donc dans une université, le Vassar College, et dans cette université, on a demandé à un peu plus de 1000 étudiantes de remplir un questionnaire sur leur usage du tabac. Eh bien, 524 disent que non, elles ne fument pas, mais 433 disent que oui, ça leur plaît les cigarettes. Et ce qui est intéressant là, c'est que 21 des fumeurs le font sans le consentement de leurs parents. Or, c'est des filles de moins de 21 ans. Elles sont mineures que par contre, environ 400 des parents sur les questionnaires, les filles disent que non, les parents n'approuvent pas, mais bon, ne les empêche pas, et tandis que 300 disent que bon, ça va, elles peuvent tout aussi bien. Mais cette affirmation, pensez ensuite dans le cinéma américain, toutes ces actrices avec leurs cigarettes, bon, on voit un petit peu se mettre ça en place, ce genre de petite curiosité qui nous aide à matérialiser le contexte là, de cette invention Lovecraft à venir. La politique étrangère. Évidemment, une masse énorme toujours de publicité sur les 40 pages concernant les vêtements et le mobilier. Par contre, il y a cette petite curiosité, alors ça aussi je voulais découper. On ne peut le comprendre que rétrospectivement. On va avoir fin de semaine un concert de Stravinsky. Et hier, il y avait une publicité sur ces pianos-là. Vous savez, ces pianos qui sont capables de jouer tout seuls d'après des cylindres là, avec des petites perforations. Et on va découvrir que Stravinsky s'enregistre lui-même ces cylindres pour qu'on puisse reproduire chez soi. Mais alors que le phonographe, évidemment, a déjà commencé son expansion et va balayer ça, mais peut-être c'est à cause de ça qu'on va avoir plusieurs publicités de piano, et là, sur le Hampico, eh bien, vous voyez, c'est Rachmaninoff lui-même, vous savez, comme ces sportifs ou ces footballeurs là, qui ont des marques comme ça, voler Dubaï, voler Qatar et tout ça. Ben non, Rachmaninoff joue sur un Ampico. Et puis l'éclipse arrive, eh bien c'est Zess qui fait de la publicité pour ses jumelles, en même temps que ce Gerald Chapman, vous savez, c'est l'attaquant du train postal. On continue de le promener dans des trains hyper gardés, dans des trains anonymisés, dans des wagons de marchandises sous la garde d'une escouade de policiers pour remonter sur les lieux de ces forfaits. Là, je ne l'ai pas conservé, mais c'est évidemment une histoire qui concerne toujours, vous voyez, le phonographe. Donc la lutte du phonographe et du piano-là, elle se fait là, directement à même le journal. Investir dans les grands bâtiments et toujours la radio, la radio, la radio. Je m'en tiens là, mais je repense quand même, moi, à chaque fois, vous savez, ces grands gobelets de café. En tant qu'Européen, là, je me souviens à la fac à Québec ou Montréal, oh, tu dis, quelle lavasse, ce truc. Ah ouais, mais ces grands machins ultra brûlants, remplis de café que... Mais ouais, mais quand t'as que ça, bah, tu prends ça. Mais la dose de caféine, elle est déjà 2 ou 3 fois supérieure à nos petites tasses à café, à nous. Et donc Lovecraft, à 13h30, café. À 18h, café. À 20h30, café. À minuit et demi, café. Ah ben dis donc, il doit être dans un bel état nerveux quand il attaque ses lettres en retard. À demain.